Ouais, très très jeune. Après, bon, j'ai dû faire un an ou deux, tu vois. Vraiment enfant, enfant. Très très petit. Genre, je voulais pas faire du judo, je me foutais du judo. En plus, on avait un prof qui nous fouettait avec les ceintures et tout, c'était relou. Mais Ah ouais. Et t'as grandi où d'ailleurs? j'ai grandi à Paris. À Paris? À Paris, ouais. J'ai grandi à Paris, je suis un vrai Parisien, je suis un mec de Paris. Et tes parents étaient plutôt passionnés d'arts martiaux ou quelle était leur démarche pour inscrire leurs enfants au judo, au taekwondo notamment? Écoute, je pense que mon père, il a toujours voulu qu'on sache se défendre, tu vois, et ben, dans la tête d'un papa, de se dire je vais inscrire mon enfant dans un sport de combat, ça peut être rassurant, tu vois. Ça peut être rassurant de se dire mon enfant, il sait se défendre, tu vois. Peut-être pas, il sait peut-être pas se battre, mais au moins, il sait ce que c'est qu'une garde. Il est dans un environnement où il donne des coups, il en reçoit, et je pense que ça peut être rassurant. Et après, mon père a fait des sports de combat aussi dans sa jeunesse. Et donc, du coup, je pense qu'il a voulu me transmettre ce truc de, tu sais, de la discipline, de la rigueur, de faire son sac, d'aller à l'entraînement. Enfin, voilà, tout ce qu'il y a autour des arts martiaux, enfin, tout ce qui est à côté de la performance, il a voulu me l'inculquer. Et quand t'as dit que j'arrête après un high kick au taekwondo, c'est quoi sa réaction? Bon, après, j'ai fait du foot. Après, j'ai fait du foot. Non, mais c'est vrai, hein, j'ai fait taekwondo, j'ai pris un coup de pied là. C'est tombé, frère. Je me rappelle vraiment, vraiment. Coup de pied dans la tête. Non, c'était pas un KO, mais tu sais, c'est un coup de pied claque, tu vois. Tu sais, taekwondo, Les gifles avec la gifle avec les cheville? pieds, tu vois. Et en vrai, je pense que j'aimais pas ça le taekwondo. En vérité, c'est juste ça. Et j'ai pris ça comme disquette pour whisky, tu Partir. vois. Ouais, ouais. Finalement, tu fais de la boxe assez longtemps. Tu as un parcours assez classique dans ce qu'on appelle la boxe française, c'est-à-dire INSEP, boxe amateur. C'est ça, ouais. C'est ça, boxe amateur. J'ai fait pas mal de combats en boxe. Combien? Voilà, entre 40 et 50 combats. C'est pas beaucoup. Faut pas, ouais, ça n'a rien à voir avec le MMA ou le monde pro. C'est vraiment rien quand tu sais que bah, tu peux combattre samedi et recombattre dimanche, par exemple. Ou alors quand tu peux faire, en fonction des tournois qu'il y a, bah, huitième, demi, quart et finale, ça te fait 4 combats dans le mois, tu vois. Au final, ça va assez vite. Donc voilà, petit passage par l'INSEP. Pareil, je ne suis pas resté très longtemps. Et ensuite, j'ai rencontré quelqu'un chez qui je me suis entraîné au Maroc pendant mes vacances et qui, lui, avait une salle de MMA qui s'appelle Sami Ouish. Ça s'appelle Gym Factory, elle est au Maroc. Et il m'a dit, tu devrais faire du MMA, tu as une boxe adaptée, tu rentres, tu sors, enfin bref, je vais vous passer les détails. Et je lui ai dit, vas-y, c'est mort. Tu vois. Moi, le MMA, à ce moment-là, je regardais sur RTL9, après le catch. Tu vois, On bah, l'a tous fait. tu regardais le catch, paf, tu regardais du MMA, tu sais, il y avait de l'entertainment. Et un jour, bah, pareil, j'y vais, je me dis, allez, on va tester le MMA, pourquoi pas, et tout. Mais il m'a bien chauffé, hein. Ah, tu vas être trop fort, tout ça. Dans ma tête, je me suis dit, ah, ça se trouve que, tu vois. Qu'est-ce qu'il a vu en toi? En vrai, je pense qu'il a vu en moi un potentiel striker. J'avais déjà ce truc de la boxe amateur qui est très adapté au MMA. La boxe amateur, elle est beaucoup en débit, beaucoup en in-out. Et du coup, j'avais pas à réapprendre tout ça. J'avais peut-être juste à le réadapter pour le MMA. Et puis voilà, j'ai été testé 2-3 teams et j'ai fini à la MMA Factory où je suis resté 6 ans. Et voilà, l'histoire elle a commencé ici. Et pourquoi tu passes pas pro en boxe? Je passe pas pro en boxe parce qu'à l'époque, on dirait j'ai 70 ans, mais quand je faisais de la boxe, eh ben, la boxe pro en France n'avait pas une super réputation. Tu vois, c'était pas super réputé. J'ai toujours entendu ah, tu vas faire un combat, tu vas gagner 300 euros. Pourquoi? Tu vois, je me suis dit pourquoi faire? Bah, non, j'ai pas envie. Et à la base, je suis pas prédestiné à devenir combattant professionnel. Je fais ça pour le kiff. J'ai toujours été compétiteur. Après, j'ai fait des combats amateurs. J'ai kiffé, j'ai kiffé, j'ai kiffé. Mais vraiment, j'ai jamais eu dans ma tête ce truc de je vais devenir un champion de ouf. Tu vois. Je me laisse aller en fait. Je me laisse aller. Et c'est peut-être pour ça que ça marche. Tu vois. Alors, tu fais pas de la boxe pro parce que c'est pas un sport qui marche énormément, mais tu vas au MMA qui, à l'époque, on le rappelle, n'était pas encore légalisé en compétition. Euh, Qu'est-ce qui fait dire, ok, ben, je vais quand même aller au MMA, ça va marcher plus tard. Alors qu'en France,
c'est pas le sport qui est en vogue. Aujourd'hui, ça marche plutôt bien, mais à l'époque, on n'est pas là-dessus. Plusieurs choses. Il y a eu beaucoup d'icônes du MMA qui m'ont, qui sont rentrées dans ma tête, frère. Qui- John Jones déjà. John Jones, 22 ans ou 23 ans, plus jeune champion du monde, il étrangle tout le monde, il tape tout le monde. C'est une dinguerie en vérité, tu vois. Conor McGregor. Conor McGregor, moi je me souviens, c'était une dinguerie en vérité. En vérité, c'était une dinguerie, tu vois. Et, et aussi le fait que quand je m'entraîne, je change de cadre, je professionnalise mon entraînement. J'arrive sur le tatami, je vois des mecs que j'ai vus il y a 2 semaines à la télé. Tu vois, je pense à Taylor par exemple. Je me souviens, j'arrive, il affrontait Leandro Issa, il me semble. Ou non, il affrontait un mec au Mexique, j'ai oublié. Et du coup, je regarde son combat. Et 2 semaines après, je suis sur le tatami. Je me dis, mais en vrai, si je suis là, c'est que j'ai ma place ici en vrai, tu vois. Et au final, au fur et à mesure, tu te mets à rêver et tu te mets à te mettre des objectifs. Et l'un de mes objectifs, c'était déjà de combattre en MMA, de faire ce truc de ouf, de rentrer dans une cage, on ferme, tout le monde crie, c'est pas un ring, tu vois, c'est nouveau. C'était nouveau en tout cas. Et après, bah voilà, hein, tu sais, au fur et à mesure au fur et à mesure, tu as un objectif, une fois que tu l'atteins, bah, tu veux un peu plus, puis un peu plus, puis un peu plus. Et au final, tu te permets de rêver. Tu te dis, bah, au final, pourquoi je ne le fais pas bien à fond? Et me voilà. Tu parles de rêve, tu parles d'entertainment avec John Jones, avec l'UFC. J'ai l'impression que le divertissement prend une place énorme dans ta conception du sport, Bah ouais, limite américain. bah ouais, il faut. Il faut. Moi, tu vois, les combattants qui me hype le plus, c'est ceux qui me hype, mais pas que dans la cage. Tu vois, n'en déplaise à la racaille. Tu vois, Khabib, Islam Makhachev et tout, je respecte la performance. Ils sont trop forts, c'est terrible. Mais tu vois, ce qu'il y a autour, ça me hype pas du tout. Tu vois. Et toi, tu parlais justement de tes entrées au Cage Warrior. Après, je fais pas un truc de ouf non plus, tu vois. Bah, quand même, j'ai l'impression que ça a beaucoup fait parler, en tout cas à l'époque. Et même ici en France, quand on parle de Mehdi, on parle de ses entrées, on parle de ses combats, tu as tout cet univers manga que tu as autour de ta personne, tu fais plein de podcasts, tu as une chaîne YouTube. On a l'impression que tu n'es pas juste un combattant, que tu essaies de créer aussi une personnalité, un personnage autour de toi-même, que ce soit conscient ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, c'est pas juste Mehdi le combattant. Bah, c'est moi en vérité. C'est-à-dire ce que tu vois sur YouTube, sur les réseaux, machin, c'est juste moi. Et j'ai décidé bah, de communiquer et de ne pas jouer un rôle. J'aimerais en tout cas, et tu vois, j'ai un souvenir, j'ai croisé une Rosta, je dirais pas son blaze. J'ai croisé une Rosta, et en fait, quand je le suivais sur les réseaux, je me disais, eh, il doit être trop cool, ça doit être un bête de gars, ça doit être un. Et quand je l'ai vu, mûr, je fais, oh, je ne m'imaginais pas ça. Et j'aimerais pas que ça m'arrive un jour de croiser quelqu'un, tu vois, et qu'il se fasse une image de moi en mode, ouais, bah, otaku, machin, et au final, quand il se rend compte dans la vraie vie que je suis l'opposé, je suis pas du tout cette personne, je pense que ça me ferait chier en vérité, tu vois. Donc j'ai décidé d'être le plus, comment je peux dire ça, le plus naturel, transparent en vérité. C'est-à-dire demain, tu me croises à l'entraînement, tu me croises dans la rue, il n'y aura pas de, tu sais, il y aura pas trop de différence, quoi. Qu'est-ce que tu fais du coup en dehors du sport? En dehors du sport, je mange comme tout le monde, je me repose. Tu vois, Sangoku, voilà, il s'entraîne, il mange, il dort et il kiffe la life. C'est ta vie Voilà. aujourd'hui. On essaie en tout cas d'avoir cette vie de super-héros. Enfin, c'est pas vraiment un super-héros, mais de héros de manga, tu vois, personnage de manga. Parce que la vie de Naruto, elle est chambée. Il gagne, il perd, il s'entraîne, il monte, il descend, il apprend des nouvelles techniques, c'est chiant, mais tu vois pas. Tu parles de Naruto, ton surnom c'est de la Sushiwa. Ouais. D'ailleurs, c'est à toi de me raconter d'où ça vient en fait. De la Tsuchiwa, écoute, tu vois, j'ai grandi de là où viennent la section d'assaut. Et en fait, il y a une phrase qui disait, je suis passé de Gims à Maître Gims, bientôt tu m'appelleras le fléau. Et la phrase, elle est incroyable en vérité. Tu sais, c'est Gandalf le gris, Gandalf le blanc, le fléau. En fait, c'est une ref incroyable. Pour moi, en tout cas, c'était une ref incroyable. Et, et, euh, et du coup, au début quand je commençais à combattre, on m'appelait Iron. On m'appelait Iron, tu vois. Ok, ça vient d'où Iron?
Iron, ça vient de Iron Mike, de Mike Tyson, etc., etc. Parce que je viens de l'anglaise, parce que j'avais ce truc de... J'aimais trop ça en vérité. Et quand j'ai fait du MMA, en fait, je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas. Tu vois, ça me correspondait pas. Et un gars, moi, il me dit, en fait, toi, t'es un Uchiwa. T'as le Sharingan, tu vois. Et je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, moi, je suis pas un Uchiwa, je suis le dernier des Uchiwa. Comme ça. Et il me dit, ah, c'est un blast de ouf, ça. Et du coup, je l'ai transformé en The Last Uchiwa parce que je combattais en Angleterre. Et d'ailleurs, il y a un combat que je fais où il dit Iron The Last Uchiwa. Et du coup, moi, je suis passé d'Iron à The Last Uchiwa. Et bientôt, tu m'appelleras Madara. Justement, mais qu'elle est là, enfin, c'est quoi la particularité du dernier Uchiwa? Parce que tu en parles, mais si jamais on n'a pas la ref, qui est le dernier Uchiwa? Dans Naruto, alors le dernier Uchiwa, dans la vraie vie, c'est Sarada. Donc c'est dans Boruto. C'est même pas dans Naruto, c'est dans Boruto. Mais dans Naruto, c'est Sasuke. Et en fait, les Uchiwa, c'est un clan. Tu vois, c'est un clan qui est maudit pour diverses raisons. Et en fait, ils ont une particularité, ce clan, c'est qu'ils ont une pupille qui se éveille dès leur plus jeune âge, qui leur permet de voir les coups de l'adversaire un peu en avance, de prédire certaines choses. Et genre, si tu regardes la pupille, genre, si je te regarde dans les yeux avec mes pupilles, je te plonge dans un, tu sais, ils appellent ça un genjutsu, donc je te plonge dans un monde imaginaire. Toi, tu crois qu'il se passe des choses, mais en fait, il ne se passe rien. Bref, et tout ça, bah, j'essaie de l'intégrer dans mon MMA. Et c'est réel, je te jure. Tu t'arrives à le mettre dedans? Écoute, tu verras ça samedi. Les gens ils vont dire que je suis un ouf, mais ma parole que c'est vrai. Non, mais c'est passionnant en tout cas. Mais ça existe. Non, mais clairement. Il Ça, a dit mais non, clairement, mais, il a non, confirmé. mais clairement. Il a confirmé. Ah, je suis mort. Parle-nous un peu de ta transition au MMA. Nous, on a pu suivre différents combattants qui ont fait du pied-point, qui sont passés au MMA, d'autres du jiu-jitsu, qui sont passés au MMA, de la boxe thaï au MMA. Il y a quelque chose qui est assez singulier et qui revient à chaque fois, c'est apprécier la lutte, apprécier le travail au sol, et à quel point c'était difficile parce qu'il y a un travail de répétition énorme et parfois c'est des réflexes qu'on n'a pas dans d'autres sports. Pour toi, est-ce que c'était extrêmement dur aussi et est-ce que tu peux nous en parler tout simplement? Ma transition vers le MMA, elle était dure, très très dure. Pourquoi? Bah parce que pour un striker, pour quelqu'un qui vient d'un sport de percussion, le fait de tomber, c'est mauvais signe. Ça veut dire que tu as pris un sale coup ou alors que tu as trébuché. Dans tous les cas, c'est mauvais signe de tomber. Et au MMA, on te demande tout le contraire, d'apprendre à accepter accepter de tomber. Il faut accepter ça, ça fait partie de ce sport. Et du coup, bah, il faut se paramétrer de telle sorte à ce que tu puisses t'exprimer comme tu as envie, mais, mais que tu ne laisses pas la possibilité à l'autre de te ramener au sol. Tu as vu, c'est un peu contradictoire. On te demande d'accepter, mais on te demande de modéliser tout un jeu autour de je touche, je ne fais pas toucher. Et ce qui s'est passé, c'est que Fernand, à la MMA Factory, il avait un truc que j'aimais bien, c'est qu'il me disait boxe, tu t'en fous. C'est-à-dire boxe, tu t'en fous. C'est-à-dire que le combat, il commence debout. Donc boxe, amuse-toi. À partir du moment où on t'a saisi, ça devient un autre problème. Mais très généralement, on constate que les strikers, eh ben, ils ont ce truc de... Ils boxent moins. Tu vois, par exemple, là, il y a Cédric. J'avais une discussion avec un pote où on disait, tu vois, quand il était au Glory, il s'amusait, il se déplaçait, il envoyait du débit. Et bien là, du coup, vu qu'il est au MMA, et on avait moi, je n'étais pas trop d'accord avec lui d'ailleurs, mais on avait ce débat où moi, je disais, c'est normal qu'il débite un petit peu moins. Et lui me disait, non, il faudrait qu'il garde ce truc de je débite, et si ça tombe, on verra. Mais je lui dis, mais si ça tombe, du coup, bah, comment on fait si on ne peut plus boxer si on tombe? Et bref. Et pour revenir à ce que je te disais tout à l'heure, c'est que Fernand, il avait ce truc de, à un moment donné, on va tomber. Donc avant de tomber, autant marquer et faire le maximum de dégâts possible. Et ça se trouve que tu ne vas pas tomber. Et voilà comment mon striking a commencé à prendre de forme autour de je touche, je ne me fais pas toucher. C'est ça ton style aujourd'hui? Ça a été mon style pendant très longtemps, le toucher sans se faire toucher, c'est-à-dire le vrai in and out. Tu vois, un petit peu comme, pour ceux qui connaissent, un peu comme Arnold Quero à l'époque. D'ailleurs, il revient, Arnold Quero, ça va être une dinguerie. Et un peu comme Arnold Quero, il était intouchable, il avait une gestion de distance de ouf. Et dès qu'il voyait ta tête changer de hauteur, il faisait un sprawl, il ne se prenait même pas la tête. Et ça a marché pendant très très longtemps.
Aujourd'hui, j'évolue dans une structure où on me force à lutter, on me force à faire du cage control, on me force à faire du sol. Non pas qu'à l'époque, on ne me forçait pas à le faire, mais on avait vraiment ce plan A. Il faut que sur ce plan A, tu sois très, 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 très fort. Après, sur le reste, on verra. Aujourd'hui, moi, j'apprécie. En fait, j'ai envie de lutter. J'ai envie de ramener les mecs contre la cage, faire des dégâts. J'ai envie de les ramener au sol, montrer comment, montrer mon sol, montrer d'autres choses. C'est pas pour ce qu'on te connaît pour l'instant en tout cas. C'est pas sur ce sur quoi on me connaît. Et d'un autre côté, je suis content parce que dans un certain inconscient de mes adversaires ou des gars qui m'analysent, des entraîneurs de mes futurs potentiels adversaires, on ne sait pas vraiment ce que je veux au sol. On sait que je défends en sprawl, mais on sait rien en fait. Donc c'est cool. C'est surprise. Nickel. On parlait tout à l'heure de ton passage au Cage Warrior, Ouais. qui est presque parfait, 3 victoires et un nul. Le nul d'ailleurs dans un combat exceptionnel ou qui était élu l'un des combats de l'année au Cage. Finalement, tu reviens en France alors que tu as été à ça de combattre pour la ceinture à 2 reprises. Est-ce que tu peux me raconter justement pourquoi ces combats ont été annulés au dernier moment et qu'est-ce que ça a suscité chez toi? Alors, le premier combat pour la ceinture devait se faire contre Agi Sardari. Donc, ça devait être en mars 2021, si je ne dis pas de bêtises. Faut que je me. Anyway, c'est pas très grave. Et en fait, donc on se prépare, grosse préparation. Et 2 semaines avant, à peu près 2 semaines avant, je me prends le genou dans un morceau, un coin du tatami, et mon genou craque. Genre, il a craqué, genre, il a craqué 2 fois, genre ça fait clouc, clouc. Aller-retour. Et je fais oulala, j'ai pas fait oulala, j'ai eu mal, j'ai crié. Et à froid, j'ai oulala, c'est chelou, tu vois. Et au fur et à mesure, on met de la glace, on n'en parle pas, on dit rien, etc. Sauf que le lendemain, je me rends compte que j'ai aucune flexion et que mon genou, il a triplé de volume. Et on fait des IRM, tout va bien, il n'y a rien, mais grosse entorse. Entorse stade je ne sais pas combien. On a décidé de ne pas y aller. On s'est dit, tu ne peux pas combattre si tu ne peux pas t'entraîner. Certes, il restait 2 semaines de camp, que 2 semaines. Mais l'entorse, du coup, je l'ai gardé un peu plus longtemps que 2 semaines. Et on a préféré pas prendre de risques. Ça, c'est pour la première fois. Et la deuxième fois, du coup, cette fois-ci, c'était contre Hardwick, Georges Hardwick. C'était en décembre, pas là, mais décembre d'avant. Tout va bien, pesé, tous les bails, baratin, photo, tac et tout. Et au moment où on sort du média, de toute la partie média, je me fais tester. C'était pendant le Covid, donc je me fais tester. Et là, je vois le mec, il est là. Déjà, il avait une tête de quelqu'un qui va t'annoncer une mauvaise, une mauvaise nouvelle. Tu l'as senti venir. Et je suis là, donc je suis assis comme ça, et lui, il est là, par là, genre. Et il vient, il me fait ça. Tac. Et il me sort un masque. Je prends le masque, du coup, je le mets. Moi, je me suis dit peut-être qu'il veut que je me couvre, tu vois. Il me fait, t'es positif. Tu sais, le temps que ça réalise, dans ma tête, j'ai pas capté, tu vois, je suis positif. Il me dit, bah non, on va en faire un deuxième, je serai pas positif. On fait un deuxième. Il m'a explosé le zen. Poum, positif encore une deuxième fois. Et à ce moment-là, je me dis, en fait, tu sais, je suis bête. Je deviens bête. Je me dis, bon, vas-y, tant que j'ai pas de symptômes, je vais combattre. Quarantaine, 20 jours, frère. J'ai pris une quarantaine de 20 jours là-bas dans ma chambre d'hôtel. Et du coup, j'ai pas combattu et c'était galère, quoi. Et Donc, on passe à ça d'un title shot dans l'une des plus grosses organisations européennes. c'est ça. C'est ça. En plus, je voulais vraiment affronter Hardwick pas parce qu'il a un style que j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup boxer. C'est, tu sais, les mecs qui avancent, qui acceptent de prendre des coups et, qui finissent. Tu sais, c'est un espèce de rouleau compresseur. Et nous, on avait mis une stratégie en point toute une stratégie au point pour pouvoir contenir ce rouleau compresseur. Et c'était vraiment un gros défi pour moi. Je voulais savoir si j'étais capable de contenir un mec qui boxe bien, qui est précis sur les frappes au corps, parce qu'il a mis que des KO, enfin beaucoup de KO au foie avec son crochet au foie. Et bref, on s'en fout de ça. Et du coup, ouais, deuxième fois, déception de ouf. En plus, mon Covid, il s'aggrave genre de ouf pendant ces 20 jours là-bas. Je suis tout seul. Et t'es pas chez toi? Et je suis pas chez moi, je suis dans une chambre d'hôtel.
où tous les matins, on me ramène un sac avec des draps, on me ramène un petit déj avec du cellophane. Genre c'était une sale épreuve en vrai. C'est-à-dire que là, on en parle et tout, mais en vrai, de vrai, c'était une sale épreuve. J'ai eu, j'ai eu beaucoup de bienveillance de la part des organisateurs du Cage Warriors, euh, qui me managent aujourd'hui d'ailleurs. Euh, beaucoup de bienveillance. Et, et voilà, j'ai pensé à arrêter pendant un moment parce que bah, j'arrivais pas à reprendre mon souffle, j'arrivais pas en fait. C'était vraiment dur. C'est-à-dire entre janvier, quand je suis rentré à Paris, et on va dire mai-juin, c'était tu commences à courir, ton cœur il monte à 180 BPM et il reste bloqué. Tu vois, genre tu t'arrêtes, t'es comme un fumeur qui a jamais fait de sport de sa vie et qui court après le bus, tu vois. Ça explique en partie ton absence, parce que tu as beaucoup combattu dès que tu es arrivé au Cage Warrior, 5 combats en un an, quasiment, un peu plus d'un an. Et au final, depuis 2020, c'est un combat tous les 2 ans, C'est ça. presque. C'est ça. Après, il y a eu la période Covid, Le Covid, qui nous a 2021. qui nous a bien immobilisés. Mais voilà, après, encore une fois, tu sais, c'est ce que je dis, et c'est le message que j'essaie de transmettre à travers mes réseaux, c'est de s'entourer de personnes bienveillantes. Et je suis entouré de personnes bienveillantes qui m'ont motivé, qui n'ont pas forcé, qui m'ont pas saoulé. Genre, il faut que tu t'entraînes, il faut que tu combattes. Tranquille, tu vois. Euh, et aujourd'hui, voilà, l'histoire elle m'a amené à rencontrer Johnny Frachet. Aujourd'hui, voilà, j'ai rencontré ONR. Aujourd'hui, on a l'US Métro. On a une structure de ouf. Et voilà, l'aventure, elle continue. L'aventure, elle continue, c'est rien. Euh, on a suivi Mansour Barnaoui qui, lui, a dû partir à l'étranger pour combattre. Ouais. C'est un peu ton cas. Est-ce que c'était une nécessité de combattre à l'étranger pour de s'exiler pour réussir à combattre? Parce qu'en France, c'était compliqué. Non, ce n'est pas une nécessité dans la mesure où bah, on a la plupart des combattants français qui ont évolué tout d'abord sur le circuit français. Je pense au 100% Fight. On a trop de gars qui sont sortis de 100% Fight et aujourd'hui qui sont dans les organisations majeures de MMA. J'ai eu une opportunité. Une opportunité. J'ai battu un mec qui avait un peu les feux des projecteurs tournés sur lui à ce moment-là, qui s'appelle Struan Croxon. Je l'avais affronté au Pays de Galles. Et ce mec-là, bah voilà, il disait je vais aller au Cage Warrior, machin et tout et tout. D'ailleurs, quand il a combattu contre moi, il avait déjà les gants du Cage Warriors. Donc tu vois, et je pense qu'il avait déjà signé ou pré-signé ou whatever, tu vois. Et je l'ai battu. Et c'est à ce moment-là que bah, mes managers à l'époque ont poussé pour que j'aille au Cage Warrior. Parce que moi, mon rêve, c'était d'aller au Cage Warriors à l'époque, parce que j'ai vu des gars que je connais y évoluer. Je pense à Faisal Houssine, je pense à Jean Ndoye. Tous ces gars-là, c'est des mecs que je suivais un peu de loin, mais je les suivais. Et moi, je kiffais cet orga. Et derrière, bah, quand tu sais que Dan Hardy vient de là-bas, quand tu sais que il y a trop de gars qui viennent de là-bas, en vérité. Tu vois, il y a trop de gars qui viennent de là-bas. Connor, moi, je regardais Connor, je me disais, wow, c'est un truc de ouf. Et, et je me souviens, Fernand, quand j'arrive à l'AMA Factory, il me dit, tu veux faire quoi? C'est quoi ton objectif? Il me dit pas, tu vas aller à l'UFC, parce qu'après, quand tu arrives là-bas, je vais aller à l'UFC. Je lui dis, non, moi, j'aimerais bien aller au Cage Warriors. Et vas-y, après, on verra, tu vois. Et du coup, quand on m'a annoncé que j'allais au Cage Warriors, bah, j'étais trop heureux, en vérité. J'étais trop content, tu vois. Donc non, pas une nécessité c'est pour moi assez singulier. En général, les gens qui arrivent dans des salles et qui ont des rêves de combattre au niveau professionnel, rêvent de l'UFC. Encore aujourd'hui, c'est pas ton rêve? Ben, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que bah, dès que tu approches d'un objectif, tu gravis les échelons tout simplement. Tu sais, moi, je commence le foot, je dis j'ai envie d'aller gagner la Ligue des Champions ou jouer en Ligue des Champions. Tu vas me dire, ouais, calme-toi, il y a d'autres trucs avant, tu vois. Faut être réaliste en vérité. Faut être réaliste. Et moi, j'ai été réaliste parce que le Cage Warrior, c'était quelque chose qui était abordable, en tout cas pour moi en début de carrière. Tu vois, c'était abordable d'aller au Cage Warrior, c'était pas la fin du monde. Et au final, ben, j'ai été au Cage Warriors. Pareil, si j'avais dit, je te dis n'importe quoi, je sais pas, j'ai envie d'aller au KSW, c'est quelque chose qui est abordable d'aller au KSW. Non pas que ce soit pas une grosse orga ou quoi, mais quand tu sais qu'aujourd'hui, pour rentrer à l'UFC, tout ce qu'il faut faire pour rentrer à l'UFC, bah, tu revois peut-être un petit peu à la baisse tes ambitions. Non pas que non pas que je ne suis pas suffisamment ambitieux,
Parce que, évidemment, si je vais aller au Cage Warrior, c'est pour tu sais, décrocher un ticket pour aller à l'UFC. Mais sans ça, comment tu vas faire, tu vois? Aujourd'hui, certains diront que tu as ce qu'il faut entre les pieds, entre les poings pour aller au plus haut, pour aller à l'UFC. Ouais, je pense que je peux aller à l'UFC. Je pense que je peux aller à l'UFC. J'ai un record vierge. Je sors d'une orga qui est réputée pour envoyer des athlètes à l'UFC. D'ailleurs, elle a le record de mecs signés à l'UFC, passé par l'orga. Euh, on peut se permettre de rêver maintenant. Là, samedi, si tout se passe bien, si Dieu veut, on passe à 7-0. Ça commence à discuter, tout doucement. On n'est plus dans une époque où il fallait faire 15 victoires par KO pour rentrer à l'UFC et encore. Là, on est dans une nouvelle ère où à 4-0, avec du média, avec des bons finishes, avec une bonne communauté, tu peux signer à l'UFC. J'ai envie de dire que tu peux même signer où tu veux. Regarde, enfin, j'ai qu'un exemple là, qui me vient en tête, c'est Cédric Doumbé. 4-0 en MMA, grosse hype, grosse commu. Toi aussi. Ah, tu as plus que 4-0, mais en tout cas, belle hype, grosse commu. Ouais, grosse commu, vous allez voir là, vous n'êtes pas prêts. Hein. Ah, vous n'êtes pas prêts. En tout cas, les gens se déplaçaient à Londres pour te voir combattre. C'est beau, hein? À Reims, ils seront un peu plus proches de toi déjà. Beaucoup plus proche, ouais. Beaucoup Et plus proche. ils pourront venir te voir combattre. Ouais, j'ai que hâte. J'ai que hâte. Et franchement, le, je dis souvent, il faut vivre ses rêves. Et pas vivre pour ses rêves, tu vois. Moi, mon rêve, c'est d'aller à l'UFC. Mais en vrai, de vrai, mon rêve, c'est de rentrer sur un opening de manga, de gagner, de voir le public. C'est ça le vrai kiff en vérité, tu vois. Si je vis ça à fond, j'aurai pas de regrets. Par contre, si je vis et je passe toute ma vie à penser à l'UFC ou alors à whatever, tu vois, et que ça ne se concrétise pas, bah, je n'aurai pas la valeur de toutes les autres choses. Et en vrai, ça a une valeur de ouf. On n'est pas nombreux. On est combien? C'est-à-dire sur Terre, tu as combien de pourcentage de personnes qui font ce qu'on fait, en vrai de vrai? Franchement, Très peu. très très peu. On fait partie d'un petit... Un microsome, voilà, c'est que dalle. c'est une niche. Donc il faut le vivre à fond la caisse et faire kiffer les gens. Se faire kiffer et faire kiffer les gens. Tu reviens en France, alors que tu étais, comme je le disais tout à l'heure, à 2 doigts de prendre la ceinture au cage. C'est quoi le plan derrière tout ça? Est-ce que d'ailleurs tu es toujours au cage? Et ensuite, le but c'est de se rapprocher un peu plus, comme tu le disais, peut-être de l'UFC? Écoute, là, le plan c'est de prendre de la hauteur et de se dire, il faut mettre des victoires avec la manière. Mon dernier combat, je gagnais à la décision. C'était un retour après 2 ans. Du coup, 2 ans sans combattre, Covid, machin, tous ces trucs-là. J'avais besoin de prendre des sensations dans le cage. J'avais besoin de savoir si j'étais capable de défendre la lutte, de reboxer derrière, de savoir si je prends une pêche, est-ce que je vais voir les étoiles ou est-ce que, en fait, tranquille, tu vois, devant tout le monde. Pas une pêche à entraînement, une pêche devant tout le monde avec les lumières et tout, tu vois. Donc, j'avais besoin de tout ça. Il y a beaucoup de personnes de mon entourage qui kiffent pas ce truc-là. Il faut gagner. Le but, c'est de gagner vite, passer le moins de temps possible dans l'octogone. J'avais besoin de ce truc-là. Aujourd'hui, je suis dans une autre optique. Je suis dans l'optique de j'ai envie de finir mes combats. C'est bon, je sais que je suis capable. Ça y est, maintenant, je vais finir mes combats. Et le 17, il y aura un gros show du coup. Le 17, t'es pas prêt. Non, mais t'as pas compris, t'es pas prêt. C'est du jamais vu. Ça te va comme ça? Ça me va très bien. Ça me va extrêmement bien. Tu vas affronter le Colombien Kevin Pastran, pardon. Pastran même, avec le N façon colombienne. Qu'est-ce que tu sais de lui et sur quoi tu t'attardes? Écoute, ce que je sais, c'est qu'il a pris le combat en very short notice. Il a pris le combat à 2 semaines. Je devais affronter un autre gars, un Brésilien qui s'appelle Barcelos. D'ailleurs, tu devais combattre le 3. Qu'est-ce qui s'est passé? Le 3, mon adversaire s'est blessé. Ça, c'est numéro 1. Il l'a annoncé un peu à la dernière minute. Je lui souhaite un bon rétablissement. Je remets pas en question tout ça, en vrai, on s'en fout. Et ensuite, le show, il a été annulé, complet. Donc, dans les 2 cas, je n'aurais pas combattu. Et ensuite, ben, voilà, les matchmakers de l'Hexagone ont, selon nos critères, parce qu'il faut savoir que les combattants ont des critères, tu as des gens qui prennent tout le monde, tu as des gens qui disent « moi, je veux ça comme combattant ». Et moi, je fais partie des combattants qui disent « je veux des mecs qui sont sur des séries de victoires ».
Voilà. Je ne veux pas prendre des mecs sur des défaites. En tout cas, à mon niveau aujourd'hui, je peux me permettre de dire je veux des mecs qui ont plus de combats que moi et qui sont sur des séries de victoires. Voilà. Parce que c'est un critère que regardent beaucoup les matchmakers de l'UFC. La raison pour laquelle beaucoup de gars, tu les vois, hein, des mecs, notamment dans les pays de l'Est ou aux États-Unis, hein, tu vois des mecs, ils ont 11-0, 12-0, 13-0, des 25-0. Et en fait, ils sont que dans des ligues. Enfin, ils ne sont pas dans les ligues majeures. Pourquoi? Parce qu'on regarde, on regarde aujourd'hui beaucoup de choses. Hein. On regarde ta commu, on regarde ton perso, on regarde comment tu finis tes combats, etc. Mais d'après ce que mon manager me dit en tout cas, c'est que c'est un critère qui, aujourd'hui, a de plus en plus de valeur que les mecs soient sur des séries de victoires quand tu les bats. Voilà. Et pour Pastrana, du coup, si on revient sur lui, qu'est-ce que… Pastrana, écoute, c'est un combattant qui est assez complet. Assez complet. Il a la foudre dans les mains. Il tape fort, il tape dur. Voilà. Je me concentre vraiment sur ce que moi je sais faire le mieux, sur ce que je sais faire de mieux. On a fait une analyse méticuleuse sur son style. Et voilà, le 17, on veut gagner avec la manière en tout cas. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais aux Français qui devaient recombattre pour la première fois sur RMC Sport ce samedi? Et qu'est-ce que tu dirais aux gens d'ailleurs pour les pousser à regarder ce combat-là? Je leur dirais, mes chers compatriotes. Aïe, aïe, aïe. Non, en vrai, installez-vous confortablement, prenez des pop-corn, révisez vos openings, c'est très 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 important, sinon vous allez être en décalage. Donc l'opening, tu vois, juste avant les mangas, c'est la musique qu'il y a juste avant. Okay. Donc révisez vos openings, installez-vous confortablement et clignez pas des yeux. Juste clignez pas des yeux, vous allez rater un truc. Voilà.